évoluer pour vous donner ce qu'on appelle des roches détritiques. Et puis, si la roche mère subit une altération chimique, il va vous donner des particules chimiques ou bien des éléments chimiques qui, par la suite, vont vous donner ce qu'on appelle des roches chimiques ou bien biochimiques. Alors, si je prends maintenant ce qui nous intéresse, c'est les roches détritiques. Alors, la roche détritique maintenant, à l'intérieur des roches détritiques, normalement, on peut faire de la même façon, on peut faire ce qu'on appelle une classification. Alors, quelle est la manière avec on va classer ces roches détritiques? Donc là aussi, vous avez déjà des notions, quand vous avez fait le TP donc des roches sédimentaires l'année passée. Vous savez que normalement, que la roche détritique, elle est basée sur la taille des éléments. C'est-à-dire, en fait, sur la taille des particules. Quand une roche mère subit une érosion mécanique, elle va vous donner des particules. Et ces particules-là, elles vont être de tailles qui sont très diversifiées, des tailles qui sont très variées, qui peuvent aller, donc vous voyez ici, qui peuvent aller donc depuis 0,02 mm, d'accord, jusqu'à, bon, si j'ai peut-être, ça peut aller jusqu'à l'ordre du mètre, hein, des particules, donc vous pouvez avoir par exemple l'érosion qui peut vous donner etc. Alors, toutes ces particules-là, normalement, donc toutes ces roches qui vont se former à partir de ces particules, on va les classer en fonction de la taille de ces particules. C'est pour ça, généralement, on va distinguer trois classes, ce qu'on appelle la classe des arénites et puis la classe des rudites. Alors, ce qui est rudite, c'est toutes les roches dont la taille des particules est supérieure à 2 mm. D'accord ? Les arénites, ce sont toutes les roches détritiques dont la taille des particules est comprise entre 2 mm et 0,063 mm. Et puis les lutites, ce sont les roches détritiques dont la taille des éléments est inférieure à 0,063 mm. Ou bien, si vous voulez, on peut convertir ça en microns, c'est 63 microns, puisque normalement, 1 mm est égal à 1000 microns. Bien. Alors, si je prends par exemple l'exemple des lutites, les lutites, normalement, on va distinguer. Alors, d'abord deux choses. Généralement, quand je parle de roche détritique, normalement, il faut distinguer ce qu'on appelle la roche consolidée, ce qu'on appelle également le sédiment. C'est ce qu'on appelle le sédiment, la roche non consolidée. C'est-à-dire, en fait, vous avez des particules, mais qui ne sont pas encore cohérentes, qui ne sont pas encore consolidées. On appelle ça un sédiment. Et puis, vous avez également ce qu'on appelle la roche consolidée. La roche consolidée, ou bien la roche sédimentaire consolidée. Alors, pour passer de la roche non consolidée à la roche consolidée, normalement, vous avez ce qu'on appelle le phénomène de diagenèse. Donc, la diagenèse, c'est elle qui est responsable de la transformation d'une roche non consolidée et une roche qui est consolidée. Alors, si je parle maintenant en termes de roche non consolidée, alors vous avez, dans les lutites, vous avez deux fractions. Vous avez ce qu'on appelle les siltes et puis les argiles. La différence entre les deux, c'est en fait la taille, c'est 0,02 mm ou bien 2 micromètres. Tout ce qui est inférieur à 2 micromètres, c'est des argiles, et tout ce qui est compris entre 63 micromètres et 2 micromètres, ce sont ce qu'on appelle des siltes. Alors, la consolidation de ces éléments-là va donner des pour les siltes et puis des argilites pour les argiles. Donc, normalement, ces siltes et argilites, ce sont des roches consolidées qui correspondent aux argiles et aux siltes. Maintenant, pour les arénites. Les arénites, normalement, c'est ce qu'on appelle la classe des sables pour les roches non consolidées. Et puis la classe des grès pour des roches consolidées. C'est-à-dire, en fait, la transformation de sable en grès se fait par le phénomène de diagenèse. Donc, un grès, c'est un sable qui est consolidé. Donc, selon la taille, on va distinguer des sables très fins, moyens, grossiers et puis très grossiers. De la même façon que le grès. Vous avez grès très fin, grès moyen, grès grossier, très grossier. Alors la différence, c'est quoi? Tout simplement, également, c'est une question de taille. Donc, vous voyez, très fin, ça veut dire en fait 63 micromètres à 125 micromètres. Fin, c'est 125 à 250 micromètres. Moyen, c'est de 250 à 500. Grossier, c'est 500 à 1000. D'accord? Et puis très grossier, c'est de 1000 micromètres à 2000 micromètres, ou bien à 2 mm. D'accord? Et puis enfin, la classe des rudites. La classe des rudites, donc j'ai expliqué la dernière fois, c'est tout ce qui est supérieur à 2 mm. Alors, on va distinguer, disons, deux blocs, si vous voulez. On va distinguer ce qu'on appelle les graviers, ou bien les cailloutis et les blocs, ce qu'on appelle également des galets. Vous voyez, on a ici des graviers, et puis des cailloutis et blocs. Alors, les graviers, ça va donner naissance
par consolidation à des micro-conglomérats. Et puis les cailloutiers et les blocs, ça va donner naissance à ce qu'on appelle des conglomérats. La différence de taille, tout simplement, c'est 1 mm. C'est-à-dire en fait 1 cm. 1 cm, inférieur à 1 cm, donc entre 2 mm et 1 cm, on appelle gravier. Tout ce qui est supérieur à 1 cm, on va l'appeler soit le caillou, bien un galet, soit bloc, etc. On va donc, si vous voulez, la classification donc, des roches détritiques. Alors, ce qu'il faudra maintenant comprendre, c'est que en fonction de la taille, aussi bien des roches non consolidées ou bien des roches consolidées, la technique d'étude n'est pas la même. D'accord? La technique d'étude n'est pas la même. Je vous donne un exemple. Si je prends par exemple les graviers ou bien les cailloux, bien les micro-conglomérats et les conglomérats, quelle est la technique qu'on va utiliser pour étudier ça? Ben, tout simplement, c'est l'œil nu. D'accord? C'est des observations à l'œil nu. Parce que normalement, ce sont des blocs qu'on peut regarder facilement sans problème. Si je prends maintenant les grès, quelle est la technique qu'on va étudier pour étudier les grès? Bien, c'est la microscopie. La microscopie, ça veut dire en fait, on va prendre une roche qui est consolidée, on va la couper pour faire ce qu'on appelle une lame mince, et puis on va faire une observation au microscope. De la même façon que vous étudiez un granit, ou bien un gabbro, ou bien un schiste, d'accord? Ce sont des roches consolidées, généralement, on fait ce qu'on appelle des lames minces, donc on fait une étude microscopique. Alors, pour étudier un sable, qui est une roche qui est cohérente, qui est non consolidée, généralement, on va utiliser la technique, c'est quoi? C'est la granulométrie. La granulométrie, ou bien ce qu'on appelle également la morphoscopie. Alors, la morphoscopie, ça va être la séance prochaine, le TP prochain. Alors, pour aujourd'hui, on va voir la granulométrie. Donc, vous voyez, normalement, donc, la granulométrie, c'est une technique de la séance d'aujourd'hui. C'est une technique qu'on va utiliser pour étudier les sables. D'accord? Alors, maintenant, les siltes et les argiles. Alors, comment est-ce qu'on va étudier ces particules-là? Ben, tout simplement, il y a d'autres techniques. Par exemple, c'est la diffraction des rayons X. D'accord? Ce n'est pas dans le programme cette année, donc vous la ferez pour les gens donc, qui vont continuer en master. Il y a d'autres techniques normalement pour expliquer ça, donc la diffraction des rayons X. Voilà, donc si vous voulez, pour vous expliquer que en fonction de la nature des particules et de la taille des particules, nous avons différentes techniques. Alors maintenant, on va attaquer les sciences qu'on va faire, donc, le module, on va étudier la granulométrie des sables. Première science. La deuxième science, c'est la morphoscopie, toujours, des sables. Et puis la troisième science, ça va être la morphométrie, donc des galets. D'accord? La morphométrie des galets. Bien. Alors, on va maintenant, pour ce qui est donc de la granulométrie. Voilà maintenant les granulométries. Alors, c'est quoi la granulométrie? Comme je vous ai expliqué dans le mot, vous avez ici métrie, ça veut dire mesure, le grain, mesure de la taille des grains. Alors, c'est quoi la granulométrie? C'est l'étude de la répartition de la taille des grains d'un sédiment, ou bien d'un sable, si vous voulez. C'est l'étude de la répartition de la taille des grains d'un sédiment. Alors, je vous donne, pour vous compreniez bien, je prends par exemple 3 sables. Hein, trois sables. Donc, je prends des sables quelconques. Bon, je vous donne un exemple. Je prends un sable, par exemple, un sable à la plage d'Agadir, un sable à la plage d'Essaouira, et puis un sable à la plage de Safi, bien el Jalida. D'accord? Donc à première vue, donc si vous les voyez à l'œil nu, hein, vous allez voir en fait c'est les mêmes sables. En fait, on ne peut pas faire la différence. Si je les mélange, par exemple, vous n'allez pas faire la différence. On va pas, ils ont à peu près la même couleur, le même aspect, etc. Attention, si jamais je fais une étude de la répartition de la taille des grains, vous allez voir qu'effectivement, chaque sable a des caractéristiques qui lui sont propres. D'accord? Chaque sable a des caractéristiques qui lui sont propres. Alors, c'est normalement l'objectif donc de cette granulométrie. Alors, comment est-ce qu'on va faire l'étude de la granulométrie? Bien, la technique qu'on utilise, qui est la technique en fait la plus ancienne et la plus connue, c'est le tamisage. On appelle ça le tamisage. Le tamisage, c'est quoi? Ça vient du verbe tamiser. Hein? Tamiser, c'est-à-dire tout simplement utiliser, ça veut dire en fait utiliser un tamis ou bien des tamis pour séparer des fractions de différentes tailles. Mais le tamisage, en fait, c'est l'gharbal. En arabe, c'est l'gharbal. Et donc normalement, c'est le fait donc de passer un échantillon de sable
à travers une série de tamis. Alors, vous allez normalement, pour faire disons, la répartition des tailles, on ne va pas utiliser un seul tamis, mais on va utiliser 16 tamis. D'accord? 16 tamis. Donc, vous allez voir, en fait, d'où viennent ces 16 tamis. Alors, les 16 tamis, ils peuvent être ordonnés de différentes façons. Soit, alors, normalement, actuellement, donc, dans les laboratoires scientifiques, il existe deux séries. Soit ce qu'on appelle la série Tyler, la série Tyler et la série Afnor. Alors, vous voyez ici à droite, vous avez ici une série. Donc, vous avez un tableau avec des chiffres, d'accord? Donc, vous voyez, ça commence par 0,063. Vous voyez, donc là, vous avez 0,2, 0,25, 0,315, 0,14, mais ça va jusqu'à 2 mm. Ça veut dire tout simplement, c'est les limites, ce sont les limites de la fraction des arénites, des sables. La plus grande taille, c'est 2 mm, et puis la plus petite taille, c'est 0,063 mm, ou bien 63 micromètres. Donc, vous voyez, donc on passe d'un tamis à un autre, et au total, nous avons 16 tamis. Alors, comment est-ce qu'on va passer d'un tamis à un autre? Alors ça, on appelle ça la série Afnor, que vous avez ici. Vous avez ici la série Afnor. D'accord? Alors, quelle est la définition de la série Afnor? Bien, tout simplement, donc, pour passer d'un tamis à un autre, c'est-à-dire en fait pour passer d'un tamis au tamis supérieur, on va mettre. Donc, c'est comme une série. Vous connaissez ce qu'on appelle les séries mathématiques. Comme vous avez normalement. Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle des séries géométriques. C'est-à-dire, en fait, on va multiplier. En mathématiques, vous avez soit ce qu'on appelle des séries arithmétiques ou bien des séries géométriques. Et dans une série arithmétique, vous avez une raison, ce qu'on appelle la raison. C'est le facteur en fait qu'on va additionner pour passer d'un élément de la série à un autre. C'est en fait, on va faire plus R. Donc, on va faire par exemple 0,75 plus R égale 0,4, etc. Mais dans la série géométrique, normalement, on va plutôt multiplier par la raison. Alors ici, c'est une série géométrique. Par quoi est-ce qu'on va multiplier dans la série Afnor? Alors ici, la série Afnor, on va multiplier par racine dixième de 10. Alors ici, le V, donc vous pouvez corriger. V, c'est racine. Donc c'est racine dixième de 10. Alors qu'est-ce que ça veut dire racine dixième de 10? Ça veut dire en fait, c'est racine 10 fois. Ça veut dire en fait, c'est racine de 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 10. Racine 10 fois. D'accord? Donc ça, on appelle ça la série Afnor. Donc la raison est égale à racine de 10. Alors, la série Afnor, c'est une série généralement qui est utilisée par les laboratoires, disons, la plupart du temps, on peut résumer comme ça dans les laboratoires francophones. En France, par exemple, en Belgique, au Maroc, on utilise tous la série Afnor. Mais dans certains pays, surtout des pays anglophones, aux États-Unis ou bien en Angleterre, ils utilisent la série Tyler. La série Tyler, c'est quoi? Dans la série Tyler, la raison R est égale à 2 racine de 2. D'accord? 2 racine de 2. Bien, alors normalement, donc nous, comme je vous ai expliqué, donc tout ce qu'on va étudier maintenant, on va utiliser cette série, la série Afnor, qui est égale à racine dixième de 10. Ça va, c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Donc vous suivez, la connexion, il va très bien, le son, il est bien? Bien. Oui, monsieur. Alors maintenant, on va voir maintenant quel est l'intérêt de la granulométrie. À quoi ça sert la granulométrie? Pourquoi est-ce qu'on fait une granulométrie? Alors, oui? Une question? Bien. Donc, l'intérêt de la granulométrie, c'est quoi l'intérêt? C'est comme si, par exemple, vous allez me poser la question, c'est quoi l'intérêt de la microscopie? C'est quoi l'intérêt? Alors, la granulométrie, pourquoi est-ce qu'on fait la granulométrie? Alors, la première chose, c'est pour caractériser un sédiment, ou bien un sable. Caractériser un sable. Caractériser, ça veut dire tout simplement identifier. Lui donner, c'est comme si, identifier une personne, vous avez normalement que chaque personne parmi vous a ce qu'on appelle une carte d'identité, avec le nom, le prénom, l'âge, l'adresse, etc. Alors la même chose, ici, la granulométrie, ça va permettre en fait d'identifier un sable. On va prendre en fait un certain nombre de paramètres qu'on va appeler les paramètres granulométriques, et chaque sable, bien chaque sédiment, va avoir ces paramètres qui lui sont propres. D'accord? Normalement, la première caractéristique. Alors, juste pour vous expliquer, alors, il y a plusieurs domaines où on utilise cette caractérisation. Je vous donne un exemple. Dans quel domaine? Alors, est-ce que vous savez, par exemple, dans quel domaine est-ce qu'on utilise les sables? Dans quel domaine industriel? Vous avez une idée?
construction. Oui, voilà, très bien. Très bien. Donc, vous avez la construction. Très bien. Vous avez la fabrication du verre. Construction. Encore, oui, la construction, c'est déjà dit. Donc, vous avez surtout... Oui. La purification de l'eau. Très bien. La filtration, bien la purification de l'eau. Voilà, c'est très bien. Donc, vous avez donné en fait les trois domaines dans lesquels vraiment on utilise beaucoup le sable. Alors, vous voyez par exemple, vous voyez, admettons par exemple que vous avez, qu'on veut par exemple faire de la purification de l'eau. Vous avez par exemple ce qu'on appelle les stations de traitement. Alors, ils ont des filtres qui sont composés soit par des graviers, des sables, du charbon, etc. Alors, supposons par exemple qu'à de la station de traitement, il a besoin d'un type de sable particulier. Alors, comment est-ce qu'il va demander à de sable? Ben, tout simplement, il va donner des caractéristiques. Il va dire par exemple au fournisseur, à celui qui va vendre le sable, je veux un sable qui a des caractéristiques. Paramètre, par exemple, le paramètre X, le paramètre Y, le paramètre Z. Vous voyez, donc ça permet en fait de identifier le sable pour voir vraiment le sable vraiment qu'on veut. Alors, je vous donne un autre exemple. Ce sont des techniques en fait de la granulométrie. Ce sont des techniques également qu'on utilise beaucoup dans ce qu'on appelle la police scientifique. Hein, la police scientifique. Alors comment supposons par exemple que vous avez un crime, quelqu'un qui a commis par exemple un crime sur une plage ou bien dans une région où vous avez du sable. D'accord? Il y a un crime qui a été commis, et puis par exemple, après, on a un suspect, par exemple, on va savoir si c'est vraiment lui qui a commis ce meurtre. Voilà, par exemple, on va par exemple dans ses chaussures, on va chercher du sable. Hein? S'il y a des grains de sable, alors tout simplement, on peut prendre le sable, et puis on peut faire par exemple une étude granulométrique. Si donc le sable, par exemple, que vous avez dans les chaussures disons, du suspect, s'il a les mêmes caractéristiques du sable du lieu du meurtre, donc voilà, c'est une preuve comme quoi c'est peut-être le vrai criminel. Vous voyez? Donc ce sont des techniques, normalement, bon, je peux passer, je peux vous donner d'autres exemples, en fait, pour voir en fait quel est l'intérêt donc d'identifier ou bien de caractériser un sédiment. Donc voilà, c'est le premier intérêt. Alors le deuxième intérêt de la granulométrie, c'est déduire l'énergie hydrodynamique du milieu. Vous voyez? Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le cours, je vous ai expliqué que normalement que l'intérêt de la pétrologie sédimentaire, c'est en fait de faire ce qu'on appelle des reconstitutions paléogéographiques. Je vous ai expliqué que pour faire les reconstitutions, soit on utilise ce qu'on appelle des structures sédimentaires, qu'on appelle des figures sédimentaires, donc on va voir dans le cours prochainement, soit on va ce qu'on appelle de la pétrographie sédimentaire. On va étudier, disons, les roches détritiques pour pouvoir en déduire l'énergie du milieu. Voilà, donc ça c'est un exemple. Alors comment vous allez voir en fait par la suite que qui ont des paramètres calculés tout à l'heure, en fonction des paramètres qu'on va calculer, on peut dire est-ce que le sable a été, disons, déposé dans un milieu avec une forte énergie, ou bien un milieu avec une faible énergie, ou bien avec un milieu avec une faible énergie, une énergie moyenne, etc. Et par conséquent, vous savez par exemple que on a vu ça dans le cours, quand on arrive à déterminer l'énergie, automatiquement, on va avoir une idée sur la profondeur du milieu. Ça, on a expliqué que la profondeur, c'est un élément, c'est un facteur donc, de la sédimentation qui contrôle d'autres facteurs. Par exemple, donc, on sait que normalement, si on est dans un milieu avec une forte énergie, automatiquement, les milieux ont une profondeur qui est faible. Par exemple, les plages. Mais par contre, les milieux qui sont généralement profonds, l'énergie hydrodynamique est très faible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, le troisième point, c'est quoi? C'est à partir de la détermination donc, des paramètres du milieu, on pourra déduire le milieu du pont. On peut dire, est-ce que le sable, est-ce qu'il a été déposé dans un milieu de plage? Est-ce qu'il a été déposé dans un milieu de rivière? Est-ce qu'il a été déposé, etc. La granulométrie. D'accord? Là, tout simplement, vous voyez, donc la première chose, le premier intérêt, c'est la caractérisation du sédiment, la caractérisation du sable. On va voir comment est-ce qu'on va la caractériser par le calcul d'un certain nombre de paramètres. La deuxième raison, c'est on peut en déduire l'énergie du milieu, l'énergie hydrodynamique du milieu. Et puis la troisième, on peut en déduire tout simplement le milieu de dépôt. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi l'intérêt? Bien sûr, si vous prenez un sable actuel, si vous allez dans une plage et vous prenez un sable, vous allez par exemple dans la plage de Souira, et puis vous prenez un sable
ce n'est plus intéressant de déduire les milieux, parce que puisque vous connaissez les milieux, vous l'avez pris dans, vous voyez. Mais ça va être intéressant, par exemple, si vous prenez le sable de la plage de Souira, Matalan, donc, on a intérêt, par exemple, à faire ce qu'on appelle une caractérisation, parce qu'on veut utiliser le sable, on veut utiliser ce sable dans un milieu industriel bien déterminé. Mais ça ne vaut plus le coup de déduire les milieux de dépôt, puisqu'on connaît les milieux de dépôt, c'est les milieux de plage. Mais par contre, si vous étudiez un sable qui est ancien, pardon, si vous utilisez un sable qui est ancien, qui date par exemple de 2 millions d'années, 20 millions d'années, etc., un sable du Trias, un sable du Jurassique, là, c'est très intéressant de connaître les milieux, parce qu'on va faire ce qu'on appelle de la reconstitution paléogéographique. D'accord? Vous voyez l'intérêt? Ça va, vous avez compris jusqu'à maintenant? Oui, monsieur. Très bien. Là, donc, on avance. Alors, maintenant qu'on a défini donc l'intérêt donc qu'on a défini la granulométrie, qu'on a défini la technique qu'on utilise. Alors, juste une chose, quand j'ai parlé de technique, la technique, il faut savoir en fait que la technique du tamisage, normalement, c'est une technique, c'est la technique en fait la plus utilisée et la plus ancienne. Il faut savoir normalement que maintenant, il existe des techniques en fait beaucoup plus sophistiquées, d'accord? Bon, je peux vous le montrer quand on va. On peut faire par exemple de la granulométrie par ce qu'on appelle la granulométrie laser, diffraction laser, par un rayon laser. Donc, il y a un appareil, on appelle ça un diffractomètre laser, qui permet tout simplement donc, de vous donner des résultats sans passer par le tamisage. Hein, c'est une technique un peu compliquée. Mais la meilleure technique pour comprendre en fait le principe et puis disons les modalités de la granulométrie, c'est le tamisage. Donc c'est pour ça en fait qu'on va attaquer le TP donc par ce volet. Alors, on va passer maintenant au deuxième paragraphe. Après avoir terminé avec ces généralités, on va voir par exemple le mode opératoire et l'appareillage. Alors le mode opératoire, comment est-ce qu'on va opérer? Donc comment est-ce qu'on va réaliser, disons, la granulométrie d'un sable? Alors la première chose qu'on va faire, bien sûr, c'est l'échantillonnage. L'échantillonnage, ça veut dire en fait on va aller sur le terrain pour prendre un sédiment, un échantillon de sable. L'échantillon, la première condition, il faut que l'échantillon soit homogène. Il faut qu'il soit homogène. Ce n'est pas homogène. Il ne faut pas par exemple avoir par exemple des mélanges de sable. Si vous avez des mélanges de sable, ce n'est pas intéressant parce que vous allez avoir en fait des paramètres qui n'ont aucun sens. D'accord? Alors, si vous prenez par exemple, si on veut prendre par exemple un sable, ben, il faudra prendre les 5 premiers centimètres. Hein? Les 5 premiers centimètres depuis la surface, ou bien les 10 premiers centimètres. Parce que si je descends, hein, par exemple une profondeur de 10 cm, de 20 cm, je vais avoir un sable qui a des caractéristiques qui sont différentes dans surface. Vous voyez, donc ça c'est très important, donc de prendre ce qu'on appelle un échantillon homogène. Donc il faut en fait éviter ce qu'on appelle les contaminations. D'accord? Il ne faut pas mélanger par exemple des sables qui ont des significations qui sont différentes. Et puis généralement, un échantillon de sable, généralement c'est aux alentours de 100 grammes. Hein, 100-150 grammes, vous allez voir en fait un échantillon de sable, c'est 100 grammes disons, de sable. Alors, une fois qu'on a de sable, bien sûr, de sable qu'on va récolter sur le terrain, on va le mettre dans un sachet en plastique, dans un sac en plastique, et puis on va mettre une référence. Hein, parce que généralement, quand on est sur le terrain, on peut récolter par exemple 10 échantillons, 20 échantillons, 50 échantillons, vous voyez. Mais si on ne marque pas chaque fois des références, alors quelquefois on arrive au laboratoire et puis vous avez 10 échantillons, 20 échantillons et on ne sait plus à quoi ça correspond. Du coup, donc c'est pour ça, c'est très important de noter sur un carnet de terrain. On va d'abord prendre le sac, on va marquer dessus une référence et puis sur le cahier de terrain, on va marquer de la référence et puis correspond, etc. Donc normalement, on va avoir le maximum donc, de renseignements ou bien de détails sur l'échantillon. Donc, une fois qu'on est au laboratoire, donc on va prendre l'échantillon de sable et puis on va faire une préparation de sable. Alors, à la préparation de sable, avant de le passer au tamisage, il va se faire en plusieurs étapes. Alors, la première étape, on va peser l'échantillon brut. On va prendre, par exemple, supposons maintenant 150 grammes de sable, ou bien 120 grammes, ou bien 100 grammes.
Donc, on va peser l'échantillon brut. L'échantillon brut, ça veut dire en fait tel qu'on l'a échantillonné. D'accord? Ça va nous donner par exemple un poids, disons, poids P, bien P1. Ça va nous donner le poids P1. P1, c'est l'échantillon brut. Puis après, on va laver le sable. On va laver le sable pour éliminer les déchets et les matières organiques. Vous savez, normalement, quand vous allez sur la plage, donc on prend un sable, quelquefois, vous pouvez avoir, par exemple, soit des morceaux de coquilles, soit vous avez, par exemple, des matières organiques, des morceaux de bois, etc. Alors, normalement, l'intérêt de cette opération de lavage, c'est d'éliminer les matières organiques. Et puis, on va peser l'échantillon, d'accord? On va peser l'échantillon à nouveau. L'intérêt, c'est pour déterminer le taux donc, de matière organique. Donc, normalement, pour déterminer le taux de matière organique, donc supposons par exemple qu'après l'échantillon, après avoir éliminé le sable, on obtient un poids P2. Alors, comment est-ce qu'on va obtenir le pourcentage de matière organique? C'est tout simplement P1 moins P2 sur P1 multiplié par 100. D'accord? Je répète. Pour déterminer le pourcentage de matière organique, on va faire le poids P1, le poids de l'échantillon purifié, d'accord, P2, divisé par le poids de l'échantillon brut, multiplié par 100. Donc ça, c'est une opération qui permet donc de calculer le taux de matière organique. Ça vous donne en fait une idée sur le degré donc, de pollution de votre sable. Alors, une fois qu'on a fait cette opération, alors on va prendre 100 g de sable, 100 g de sable donc purifié, pur, qui est sec. On va le mettre à sécher, parce qu'après le lavage, bien sûr, il faut laisser l'échantillon pour les sécher, soit dans le soleil, soit dans une étuve. Après, on va donc mettre 100 g de sable sur la colonne de tamisage, pour tamiser pendant 15 minutes. D'accord? Alors, vous voyez, donc là, vous avez ce qu'on appelle ici, en bas à gauche, vous avez ce qu'on appelle une colonne de tamisage. Alors, vous avez ici, vous avez les tamis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, normalement, nous avons 13, mais normalement, on utilise 16 tamis. D'accord? Et là, comment sont composés ces tamis? Alors, vous avez normalement le plus fin. Alors, ici, normalement, on a ce qu'on appelle un réceptacle. Un réceptacle, c'est comme une assiette qui n'est pas trouée. Ce n'est pas un tamis, c'est un réceptacle. Et puis après, celui qui est ici, c'est le 0,063. D'accord? Et puis après ici, nous avons le 0,08 et ainsi de suite. Donc chaque fois, on utilise la série AFNOR, on va passer d'un tamis les plus fins vers le tamis le plus grossier. Donc normalement, dans la partie supérieure, normalement, on va avoir le tamis de 2 mm. Donc vous avez ici, par exemple, la composition des tamis. Le tamis, c'est ça. Alors, donc normalement, vous voyez, c'est un rouleau en acier. Et puis à l'intérieur, donc vous avez un grillage de telle façon à ce que le diamètre donc, de ce grillage correspond au numéro qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la série AFNOR, donc 2 mm, etc. D'accord? Donc, vous voyez, alors, ce qu'on va faire, alors, donc vous avez votre échantillon de sable, généralement, on va prendre 100 g de sable, comme vous l'avez ici, on va prendre 100 g de sable, on va ouvrir ce tamis-là, on va ouvrir ce couvercle, puis on va mettre les 100 grammes à ce niveau-là, on va les verser ici, et puis on va faire fonctionner ce qu'on appelle le tamiseur WADA, d'accord? C'est un appareil en fait qui permet de faire des vibrations. Il va vibrer, d'accord? Alors on peut régler par exemple la fréquence des vibrations, on peut les régler, soit des fortes vibrations, soit des faibles vibrations, etc. Alors on va faire des vibrations pendant 15 minutes. Donc, ça va permettre normalement à tous les grains de sable donc, de passer d'un tamis à un autre en fonction de leur taille. Et puis, une fois qu'on a fait ça, une fois que les 15 minutes sont pas normalement ici, nous avons ce qu'on appelle une minuterie. On va régler sur 15 minutes. Donc, une fois que les 15 minutes sont écoulées, l'appareil s'éteint tout seul. D'accord? Et puis, on va prendre les tamis 1 et puis on va peser à l'aide d'une balance électronique. On va peser, disons, le contenu de chaque tamis. On va peser le contenu de ce tamis-là, le contenu de ce tamis-là, le contenu de... et ainsi de suite. Alors l'épuration qu'on fait, généralement, on va prendre un morceau de papier, un papier, donc une feuille que vous avez utilisée, normalement.
on la met sur la balance pour faire ce qu'on appelle le tarage. Hein, tarer une balance, ça veut dire en fait on va mettre le papier et puis on va mettre à 0. Et puis après, on va prendre donc on met le papier sur cette balance, on fait le tarage, c'est-à-dire on fait mettre à 0, et puis on prend le contenu de ce tamis et puis on va le verser ici pour de suite. Donc, et on fait ça donc pour tous les tamis, d'accord? Voilà, donc si vous voulez pour ce qui est donc du mode opératoire et appareillage. Ça va? Vous suivez toujours? Oui, monsieur. Bien. Alors voilà, on va avancer. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va exprimer les résultats? Donc c'est le troisième paragraphe. Comment est-ce qu'on va exprimer les résultats? Alors vous allez voir en fait tout ça, on le fait pour calculer ce qu'on appelle calculer les paramètres granulométriques. Alors on va voir, normalement on va aller tout doucement pour justement arriver donc à déterminer ces calculs. Alors les résultats que nous allons obtenir de l'expérience, de la manipulation, sont d'abord présentés dans un tableau, puis sous forme de graphe. Alors le tableau, vous voyez, normalement, vous avez le tableau, donc vous l'avez ici en bas. Ici, dans le diamètre en millimètres. Hein, je pense que je vous ai mis ce diagramme, ce tableau dans votre polycopier. Donc vous voyez, donc j'ai le diamètre en millimètres. Donc ici, alors le diamètre en millimètres, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement les tamis. Donc le tamis le plus bas, c'est 0,063, 0,125, etc. Et là, normalement, vous avez la série AFNOR, qu'on a vu la dernière fois. La série AFNOR qui comporte 16 tamis. Et puis donc pour chaque tamis, on va marquer ici le poids de refus en grammes. Le poids du refus en grammes. C'est-à-dire en fait 0,63, matalan, celui qui est en bas, nous avons 0 grammes. Le 0,125, après avoir pesé, vous avez 4 grammes. Le 0,25, 9 grammes. Et le 2 mm, vous avez 20 grammes. Vous voyez, normalement, pour chaque tamis, on va peser ce qu'on appelle le refus. Parce que normalement, pour chaque tamis, vous avez ce qu'on appelle le refus et le passant. Le refus et le passant. Alors, pour un tamis, le refus, c'est ce qui est retenu par le tamis, et le passant, c'est ce qui est passé. C'est ce qui est passé dans le tamis en bas. Alors, nous, ce qui nous intéresse pour un tamis donné, c'est le refus, et non pas le passant. À partir donc de ce refus, en grammes, nous pouvons déterminer ce qu'on appelle le pourcentage simple. Normalement, chaque fraction, normalement, on peut traduire le pourcentage simple. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va déterminer le pourcentage simple? Ben, c'est tout simplement une règle de 3. On va prendre par exemple le total, la masse totale est égale à 100%, d'accord? Et puis, donc, vous voyez, normalement, on va prendre par exemple, on va peser tout ça. Hein, on va peser tout ça. Maintenant, supposons le total, 50 grammes. On va dire par exemple 50 grammes correspond à 100%. Et puis 4 correspond à X. Donc pour chaque fraction, on va déterminer en fait le pourcentage. Alors, vous voyez maintenant pourquoi qu'il est l'intérêt de travailler sur 100 grammes de sable. Vous voyez? Donc à ce niveau-là, donc si je reviens ici, je vous ai expliqué normalement qu'on va mettre 100 grammes de sable sur la forme de tamisage. Pourquoi? C'est tout simplement pour faciliter. Si on travaille sur 100 grammes, dans ce cas-là, le poids de refus correspond au pourcentage simple. D'accord? Mais si vous travaillez sur un autre poids, maintenant 80 grammes, ou bien 90 grammes, ou bien 120 grammes, là, pour chaque valeur, vous êtes obligé de faire une opération de calcul, une règle de 3. Donc, vous voyez, normalement, ça prend beaucoup de temps. Donc, normalement, de préférence, de travailler sur 100 grammes, comme ça, on simplifie. Bien. Vous voyez, donc normalement, ici, on a ce qu'on appelle les pourcentages simples. Et puis après, on va déterminer ce qu'on appelle le pourcentage cumulé. Les pourcentages cumulés. Alors, seulement les pourcentages cumulés, c'est tout simplement, on va cumuler les pourcentages. C'est-à-dire, en fait, on va les ajouter. Alors, on va les ajouter comment? Alors, regardez, il faut faire attention. On va toujours faire le cumul depuis les tamis les plus petits. Vous savez, les tamis les plus gros au Maado, les tamis les plus petits, c'est ici. Alors, on va prendre, par exemple, ici, 0 plus 4, ça va faire 4. 4 plus 9, ça va faire 13. 13 plus 31, ça va faire 43. 44 plus 35, ça va faire 79. 79 plus 20, ça va faire 99. Bon, 99, c'est à peu près 100. D'accord? Donc, on va considérer normalement ici, le total, vous devez trouver 100. Alors ici, normalement, même ici, le pourcentage simple,
vous n'avez pas, on a pas 100, on a 99 à l'âge. Parce que tout simplement, quand on fait malheureusement, quand on fait la manipulation, on perd toujours certains grains. Vous voyez, quand on fait l'opération NEA, quand on mesure, par exemple, au début, j'ai mis 100 grammes. Au début, j'ai mis 100 grammes. Mais quand je vais peser le refus au niveau de chaque tamis, quelquefois, vous perdez certains grains. Par exemple, vous avez certains grains qui sont coincés dans le grillage. Vous avez certains grains, quelquefois, qui sont envolés. Oui. Et donc, normalement, on n'arrive jamais, très rarement, à obtenir 100 grammes à la fin. Il y a toujours des pertes, mais ce n'est pas trop grave. Normalement, l'essentiel, c'est d'être en fait le plus proche. Donc, si vous obtenez, par exemple, 99, 98, même 97, donc je pense que vous avez quand même bien travaillé. Mais à partir donc de, si vous obtenez maintenant 94, 95, 96, là ça commence déjà à être, donc à avoir des erreurs qui sont appréciables. Donc normalement, c'est des conseils. Bien, donc normalement, comme je vous expliquais, donc le pourcentage cumulé, on va toujours cumuler depuis les tamis les plus fins vers les tamis les plus grossiers. D'accord? Bien, donc ça c'est la première, donc comme je vous ai expliqué, la première façon de représenter les résultats, c'est sous forme d'un tableau. Alors ici j'ai essayé de résumer, j'ai mis ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, juste 6 tamis, mais d'habitude, je vous ai expliqué, d'habitude dans la série AFNOR, on travaille avec 16 tamis. Mais là j'ai fait ça justement pour vous expliquer, parce que c'est un exemple d'application, on ne va pas se casser la tête, donc juste pour vous montrer un peu la technique. Alors, la deuxième, disons, chose qu'on va faire, c'est on va utiliser ce qu'on appelle des graphes. Donc, comme dans toutes les études statistiques, parce que là, c'est une étude statistique. Hein, l'étude de la répartition des grains de sédiments, c'est une étude statistique. Alors, donc, comme dans toutes les études statistiques, on utilise 3 types de diagrammes. Vous avez ce qu'on appelle l'histogramme de fréquence, la courbe de fréquence et puis la courbe cumulative. Alors, on va essayer d'expliquer à quoi correspondent les 3 types donc, de représentation. Voilà. Alors ici, dans ce diagramme à gauche, vous avez ce qu'on appelle l'histogramme et la courbe de fréquence. Alors, on va commencer par l'histogramme de fréquence. Alors, comment on dessine l'histogramme de fréquence? Alors, l'histogramme de fréquence, on le dessine sur une millimétrée avec en abscisse le diamètre en millimètres, le diamètre des tamis en millimètres, et puis en ordonnée, le pourcentage simple. Attention, on va utiliser donc pour l'histogramme et la courbe de fréquence, ici on va utiliser le pourcentage simple. D'accord? Contrairement à la courbe cumulative, on va utiliser ici le refus cumulé, le pourcentage cumulé. Donc ici, on va utiliser le pourcentage qui est simple. Bien. Alors, c'est quoi un histogramme de fréquence? Alors, l'histogramme de fréquence, c'est une courbe qui est en gris, qui est sous forme de rectangle. Vous voyez, par exemple, ici, 0,063, maintenant, un dos, 19%. D'accord? Je vais dessiner un histogramme ici, comme ça, un rectangle de 19%. Maintenant, 0,125, il a à peu près 33%. Là, je vais dessiner un rectangle de 33%. Et 0,25, un dos à peu près 29%. Et je descends de 29%, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, vous voyez, à partir de cela, j'obtiens un diagramme sous forme donc, de rectangles qui sont collés les uns aux autres, qui va me donner une idée sur la répartition, donc, de la répartition des grains de sable en fonction de leur taille. Alors, ici, donc, à première vue, dès que je regarde le diagramme, je sais que la classe, parce qu'ici nous avons des classes, la classe la plus abondante, c'est la classe qui est comprise entre 0,125 et 0,25. C'est la classe la plus importante, la plus dominante. D'accord? Vous voyez, normalement, avant cette classe, nous avons des classes qui diminuent. Et puis après cette classe dominante, vous avez des classes, la même chose, enfin, qui diminuent. Alors, voilà donc ce qu'on appelle un histogramme de fréquence. Alors, je rappelle donc normalement que histogramme de fréquence, on utilise ce qu'on appelle le pourcentage simple. D'accord? Maintenant, la courbe de fréquence, alors de la courbe de fréquence, on l'appelle également la courbe de Gauss. Gauss, G-A-U-2-S. C'est une courbe qui est très connue en mathématiques ou bien en physique. Alors, de la courbe de Gauss, de
fréquence, ben, c'est la même chose que l'histogramme de fréquence, mais tout simplement maintenant c'est sous forme de courbe. Vous voyez, normalement il passe par le milieu donc, des segments, voyez, de segments, et puis qui va permettre d'obtenir une représentation sous forme donc d'une courbe, et non pas sous forme de rectangle. Vous voyez, donc finalement, on utilise les mêmes abscisses et les mêmes ordonnées. Alors ici, je dois attirer votre attention. Vous voyez, donc, vous voyez sur la courbe, sur l'axe des ordonnées, vous avez par exemple, vous voyez normalement comment l'échelle. Ici, vous avez 10%, 20%, 30%, 40% et 50%. Et nous avons la même distance entre, vous voyez normalement l'échelle, vous avez une échelle qui est bien respectée. D'accord? Alors ici, regardez ici, nous avons, si je prends les différents termes, j'ai la même distance entre les différentes classes, j'ai la même distance, et pourtant, la différence n'est pas la même. Regardez par exemple ici, si je fais par exemple 2 moins 1, c'est égal à combien? 2 moins 1 est égal à 1. Oui, normalement ici, il doit être égal à 1. Mais si je prends la valeur, si je fais 0,125 moins 0,063, vous voyez, je trouve 0,050. Vous voyez, donc normalement. Alors, et pourtant, nous avons la même distance. Alors, c'est pour ça, généralement, quand on dessine les courbes granulométriques, la courbe surtout au niveau, donc, de la série F nord, on va utiliser ce qu'on appelle le papier semi-logarithmique. Je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion d'utiliser ce papier. On appelle ça un papier semi-logarithmique. Donc, je vous le montre ici. Vous voyez? Donc, vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle un papier semi-logarithmique. Vous le voyez, ce papier? Oui, monsieur. Voilà. Oui, donc, monsieur. vous voyez, Oui, monsieur. donc, voilà. Donc, vous avez en ordonnée, vous voyez, c'est un papier qui est normal. C'est un papier millimétrique qui est normal. Vous voyez, normalement, chaque radiation est à la même distance de celle qui lui correspond. Donc, ça, c'est un papier normal. C'est une échelle normale. Alors qu'ici, normalement, nous avons une représentation qui est un peu particulière. On appelle ça normalement une représentation semi-logarithmique. Regardez, je pars de 1, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis on reprend 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, vous voyez, donc, vous voyez, on appelle ça un papier, donc on appelle ça, alors quelquefois vous avez ce qu'on appelle un papier bilogarithmique. Un papier bilogarithmique, c'est quand vous avez une échelle logarithmique en abscisse, et puis vous avez une échelle logarithmique en ordonnée. Dans ce cas-là, on parle d'un papier bilogarithmique. Mais dans ce cas-là, c'est un papier semi-logarithmique. C'est-à-dire, en fait, c'est une seule échelle qui est logarithmique, alors que l'autre échelle des ordonnées, c'est une échelle qui est, disons, qui est normale. Bien. Alors, maintenant, je vais passer à la courbe cumulative. Donc, alors, juste une chose, avant de passer à la courbe cumulative, il faut savoir en fait que tous les histogrammes de fréquence et puis tous les courbes de fréquence, ils ont cette allure. Un dos de l'allure radie. Vous voyez, ce sont des courbes, par exemple, qui ont un dos, d'accord? Qui ont disons, on part des petites valeurs, on atteint un sommet, et puis hop, on revient sur les petites valeurs. D'accord? Maintenant, la courbe cumulative. La courbe cumulative, alors, c'est la même chose. Donc, la seule différence qu'il y a par rapport aux autres courbes, c'est que je vais utiliser normalement un pourcentage qui est cumulé. C'est-à-dire, en fait, c'est cette partie-là du diagramme, du tableau. Je vais utiliser, tout à l'heure, la courbe de fréquence et l'histogramme de fréquence, j'ai utilisé ces pourcentages, le pourcentage simple, alors que la courbe cumulative, j'ai utilisé donc les pourcentages qui sont cumulés. Bien. Alors, donc, de la même façon, donc, vous voyez, donc, quand j'utilise le pourcentage cumulé, les pourcentages cumulés, ils vont de 0 jusqu'à 100%. Alors qu'ici, normalement, le plus grand pourcentage qu'on a obtenu, c'était 35%. Là, il est là. 35%, c'est à peu près celui-là. Alors que maintenant, c'est 100%. La même chose, ici, j'utilise une échelle normale, alors qu'ici, je vais utiliser une échelle qui est logarithmique. D'accord? Pour définir les classes. Vous voyez, donc il a une allure comme ça, il a une polarité vers ce sens, et puis ici, il a une polarité vers ce sens. Donc c'est une courbe qui est en S.
Voilà, donc, si vous voulez, toutes les courbes cumulatives hein, qu'on va voir, vous allez voir en fait que toutes les courbes cumulatives, ils ont cette tendance. D'accord? Bien, donc voilà, donc je vous donne des exemples, vous voyez, je vous donne un exemple. Ici, vous avez un papier, vous voyez, vous avez la même échelle que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on a ici 0,001, je multiplie par 10, donc j'obtiens 0,01, je multiplie par 10, j'obtiens 0,1, je multiplie par 10, c'est 1, je multiplie par 10, c'est 10, et puis je multiplie par 10, c'est 100. Donc voilà, donc vous voyez, une échelle logarithmique, voilà comment ça marche. Donc là, vous avez par exemple une courbe en S pour un sable, d'accord? Et puis ici, une courbe en S pour, par exemple, pour un gravier. Et normalement, un sable qui grossit. Alors maintenant, vous voyez donc une fois maintenant, donc vous voyez, donc, alors, pour avoir l'expression des résultats, donc vous voyez la première chose après disons après donc disons le mode opératoire et après l'appareillage. Donc l'appareillage, donc on fait on va d'abord partir sur le terrain pour chercher l'échantillon. On arrive au laboratoire pour faire donc normalement de la préparation. Il y a le lavage et puis préparer le sable. Une fois qu'on a préparé, on passe au tamisage. Une fois qu'on a passé le tamisage, on mesure, on pèse, si vous voulez, les refus. Une fois qu'on a pesé les refus, on représente disons, les données sous forme d'un tableau. Alors, une fois qu'on a terminé les données au niveau du tableau, on va dessiner les courbes. On va dessiner les courbes, donc histogramme de fréquence, courbe de fréquence, et puis courbe cumulative. Et puis la prochaine étape, c'est tout simplement maintenant le calcul des paramètres. Donc maintenant, la détermination de ce qu'on appelle les paramètres granulométriques. C'est à partir de cette courbe-là qu'on va calculer. Alors tout à l'heure, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai expliqué que normalement, que chaque sable est caractérisé par un certain nombre de paramètres qu'on va calculer. Donc voilà comment est-ce qu'on va calculer les paramètres. Vous allez voir en fait que la plupart des paramètres, on va les calculer sur une courbe qui est cumulative. D'accord? Ça va, vous suivez là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Bien. Monsieur. Le son, Olivia, le son? Oui, Oui, il monsieur. est parfait. Oui, monsieur. D'accord, très bien. Bien, donc voilà, donc, vous avez ici donc la courbe cumulative, il est là. Alors je reviens, donc vous voyez, c'est un exemple. Donc, vous voyez, vous avez votre échelle qui est normale ici, 0 qui va jusqu'à 100%. Et puis ici, sur l'axe des abscisses, vous avez ici ce qu'on appelle donc les classes. Les classes qui vont aller de 0,063, 0,08, 0,1, 0,25, etc. jusqu'à 2 mm qui sont ici. Et comme la même chose, vous voyez, donc, même si vous n'avez pas la même différence entre ces unités-là, entre ces classes, vous avez quand même la même distance entre les différentes classes. C'est-à-dire en fait qu'ici, on utilise ce qu'on appelle un papier qui est semi-logarithmique. L'échelle des abscisses est une échelle qui est logarithmique. La première chose qu'on va déterminer sur la courbe cumulative, c'est ce qu'on appelle les quartiles. On les appelle les quartiles. Alors, on les appelle également, à des quartiles, on les appelle les paramètres de position. Alors, des paramètres de position. Alors, sur la courbe cumulative, on va déterminer 3 paramètres. Les OA Q1, qu'on appelle également le Q25, le Q2, qui est également ce qu'on appelle également le Q50, et le Q3, qu'on appelle également le Q75. D'accord? Alors, c'est quoi le Q25? Le Q25, c'est le diamètre du grain à l'ordonnée 25%. Ça veut dire, on va partir sur la courbe, on va chercher 25%. Donc 25%, vous avez ici 20, vous avez ici 30. On va chercher 25%. 25%, c'est entre les deux. Et puis on va faire une projection sur la courbe. D'accord? On va faire une projection sur la courbe. Et puis on fait une projection sur l'axe des X, l'axe des abscisses. Et puis là, vous avez ici ce qu'on appelle le Q1, ou bien le Q25. Ouais. Ça va être tout simplement maintenant ce qu'on va faire, on va lire. Vous voyez, normalement vous avez ici 0,125, ici vous avez 0,18. Donc à peu près, vous voyez, on peut dire par exemple, vous avez à peu près 0,165 à peu près, vous voyez, on peut dire. Mais si vous avez un papier millimétré, normalement vous pouvez déterminer la valeur exacte de Q1. On va faire la même chose pour le Q2. Le Q2, c'est ce qu'on appelle le Q50.
c'est le diamètre du grain à l'ordonnée 50%. Ça veut dire, en fait, on va partir sur toujours une fois la courbe, on va prendre la valeur de 50%, on fait une projection sur la courbe, et puis sur la courbe, on fait une projection sur l'axe des X. Voilà, donc ici, ce qu'on appelle le Q2 ou bien le Q50. Et puis, on fait la même opération pour le Q3, qui est le diamètre du grain à l'ordonnée 75%. D'accord? Et en fait, on va prendre 75%, qui est ici, 75. On fait la projection sur la courbe, et puis à partir de là, on détermine donc le Q3 qui est ici. Et puis, il ne reste plus qu'à lire, à déterminer la valeur, par exemple, de Q3 sur la courbe. Donc, vous voyez maintenant, normalement, vous avez l'intérêt de dessiner une bonne courbe. Vous voyez? Vous avez intérêt de dessiner une bonne courbe. Alors, ici, je vous donne un exemple. Ici, maintenant, la courbe qui est dessinée ici sur le sable, ici, c'est une mauvaise courbe. Pourquoi? Parce que vous regardez, normalement, c'est une courbe qui présente les angles. Vous voyez? Vous avez des angles. Normalement, la courbe, on n'est pas obligé de passer par tous les points. Normalement, c'est une courbe qui doit être lisse. Vous voyez, on va faire comme ça. Hop, il n'est pas obligé de passer par ce point. Il va passer sur des points là. Vous voyez, normalement, il fait ici un angle. Vous voyez, il y a un angle qui est vraiment fermé. Normalement, il ne doit pas être comme ça. C'est une courbe qui doit être lisse, comme ça. D'accord? Ça veut dire, regardez, ici, à la limite, c'est une courbe qui est bien. C'est une courbe qui est bien. Vous voyez, il faut que la courbe soit une courbe qui est lissée. Là, je vous donne un exemple, vous voyez. Je vous donne un exemple, regardez, maintenant, une courbe qu'on a dessinée. Vous voyez, c'est une courbe qu'on a dessinée, vous voyez. C'est une courbe qui a de l'allure. Et il faut éviter de faire donc les angles, parce que sinon, ça doit être un polygone et non pas une... Vous voyez ici, vous avez par exemple ici d'autres courbes ici, vous voyez. Ce sont des courbes qui sont lissées et qui permettent en fait d'obtenir une courbe qui est lissée puis qui ne présente pas des angles, ok? Bien, voilà donc si vous voulez les trois paramètres qu'on va déterminer, ce qu'on appelle les quartiles. On va prendre ce qu'on appelle le Q1, le Q2, le Q3. Alors maintenant, il y a un paramètre qu'on appelle la médiane. La médiane. Alors quand on vous demande de déterminer la médiane, alors tout simplement la médiane qu'on appelle D50, on appelle D50, ou bien on l'appelle également Q50. Alors la médiane, c'est le Q2. C'est ça. Même D, vous l'avez ici. Alors si on vous demande, par exemple, vous avez un échantillon de sable, et puis je vous demande, par exemple, la médiane, quelle est la médiane? Là, tout simplement, vous allez à 50%, vous faites l'extrapolation sur la courbe, vous faites la projection sur l'axe des X, et puis là, vous avez la médiane. Alors, normalement, un échantillon de sable est caractérisé par sa médiane. Vous faites la projection sur l'axe des X, et puis là, vous avez la médiane. Alors, normalement, un échantillon de sable est caractérisé par sa médiane. Normalement, on peut l'appeler ce qu'on appelle le grain moyen. Supposons par exemple que vous avez un échantillon de sable. Vous prenez un échantillon de sable sur une plage. D'accord? Et puis, quelle est la taille de la sable? Quelle est la taille de ce sable? À première vue, c'est difficile de répondre parce que vous avez plusieurs tailles. Vous avez par exemple la taille qui va aller depuis 0,063 jusqu'à 2 mm. Là, quelle est la taille que vous allez me donner? Donc, c'est pour ça qu'il y a une concertation, c'est que normalement, un échantillon de sable est représenté par sa médiane. Ça veut dire, en fait, c'est la valeur qui correspond à 50%. Alors maintenant, si je vous donne, par exemple, l'échantillon de... Par exemple, si je prends, par exemple, le sable d'Agadir, il a quelle médiane? Il a quelle taille? C'est quoi la taille du sable d'Agadir? Tout simplement, je prends un échantillon de sable, je fais toute l'opération que vous avez vue tout à l'heure, par exemple le lavage, le séchage, etc. Je prends son grain, je mets une technique pour tamiser le sable, je mets la sur un tableau, je dessine une courbe cumulative, et puis sur la courbe cumulative, je détermine le Q50, et puis je vais vous dire le sable d'Agadir, la taille d'Yalou, par exemple 0,25, 0,35, etc. Vous avez compris? Oui, monsieur. Bien. Alors, évidemment, vous allez voir en fait que
si vous prenez un échantillon, par exemple, un sable de Souera, vous allez voir une médiane qui est tout à fait différente de celui d'Agadir. Si vous allez, par exemple, à Safi, vous allez voir une médiane qui est tout à fait différente de celui de Souera, ainsi de suite. Chaque sable a une médiane dialogue qui lui est propre. C'est la taille du grain, on appelle ça la taille du grain moyen, qu'on appelle la médiane. C'est la taille qui va représenter avec l'échantillon de sable. D'accord? Oui, monsieur. Bien. Donc voilà, donc nous avons vu le premier paramètre, ce qu'on appelle les quartiles, c'est le paramètre d'obtention. Le deuxième paramètre, c'est la médiane. Le troisième paramètre, c'est ce qu'on appelle le mode. Le mode. Alors, le mode, il correspond au pic, c'est le pic de la courbe de fréquence. D'accord? La courbe de fréquence, la courbe de fréquence, d'accord? Le pic d'y là. Le pic, ça veut dire en fait, c'est le sommet de la courbe. Alors, le sommet de la courbe, je vais faire une extrapolation sur l'axe des x, et puis j'obtiens ce qu'on appelle le mode. D'accord? Donc le mode, c'est pour ça. Alors maintenant, comment est-ce que une courbe cumulative? Tout simplement, c'est le point d'inflexion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc c'est très difficile. Alors, le plus simple, c'est de le déterminer sur la courbe de fréquence, parce que sur la courbe cumulative, il est difficile. Il correspond en fait au point d'inflexion au niveau de la corrélation. Le point d'inflexion, c'est, disons, le point où la courbe va permettre de changer donc, de polarité. Vous voyez ici, par exemple, nous avons ici une partie de la courbe qui est une parabole. Si vous avez une parabole, et ici, vous avez une hyperbole. Et puis, la limite entre les deux, vous avez un point. C'est là où la courbe va changer d'inflexion. On appelle ça le point d'inflexion. Donc, normalement, il va correspondre à ça. Donc, on va prendre la même valeur ici, à ce niveau-là, qu'à ce niveau-là. D'accord? C'est le point d'inflexion. Mais il est plus facile, bien sûr, comme je vous ai expliqué, c'est plus facile de le déterminer sur la courbe de fréquence. Alors, donc, le mode, il correspond au pic de la courbe de fréquence, le pic de la courbe de fréquence, et au point d'inflexion de la courbe cumulative. D'accord? Il représente la dimension la plus significative de la distribution granulométrique. Il représente la diminution la plus significative de la distribution granulométrique. Alors, là, je vais revenir sur la représentation. Ici, par exemple, on a ce qu'on appelle une représentation, un échantillon qui est unimodal. Ici, je parle d'une représentation unimodale. Unimodal, ça veut dire en fait on a un seul mode. Un seul mode. C'est-à-dire en fait on a un seul pic. Mais dans certaines représentations, vous pouvez avoir par exemple deux pics. Vous avez par exemple une courbe qui fait ça, qui monte, qui descend, et puis qui remonte une deuxième fois, et puis qui redescend. Vous voyez, je vous donne un exemple. Vous voyez, regardez par exemple la courbe linéaire. Vous avez ici une courbe où il y a un seul mode, les Ouada. Et puis ici, nous avons ici une courbe où nous avons trois modes. Vous avez ici un mode ici, un mode là et un mode là. Donc ici, on parle d'une représentation unimodale. Et puis là, on a une représentation qui est trimodale. Alors, on a unimodale et plurimodale. Oui, on a unimodal et plurimodal. Alors, plurimodal, ça veut dire qu'on a plusieurs modes, mais on peut préciser. Il y a un jusqu'à bimodal. Il y a un 3 kangolo, on dit trimodal. Si on a 4 kangolo, tétramodal, et ainsi de suite. D'accord? Alors, on va voir par exemple, tout à l'heure la signification des modes. Donc, si vous voulez, pour ce qui est du mode. Le mode, c'est très facile à calculer. On peut le déterminer donc, facilement à partir de la courbe de fréquence au niveau du pic, ou bien à partir de la courbe cumulative sur le point d'inflexion. Le quatrième paramètre, c'est ce qu'on appelle l'indice de classement, qu'on appelle également S0. Note S0. L'indice de classement, on l'appelle également l'indice de Trask. L'indice de Trask, ou bien en anglais,
c'est le sorting index. Le sorting index. Et je la signification dialo. C'est quoi la signification de S0? Alors S0, il permet d'apprécier le degré de classement d'un sédiment. Il permet d'apprécier le degré de classement d'un sédiment. Qu'est-ce qu'on veut dire par le degré de classement? Vous voulez comme par exemple un sédiment qui est bien classé ou bien un sédiment qui est mal classé. Alors, si je reviens par exemple le tamisage. Suppose que je fais le tamisage de 100 g de sable. Vous allez avoir en fait du sable qui va être réparti sur la colonne. Un sable qui est mal classé, ça veut dire en fait c'est un sable que je vais trouver tout